Merci d'être venu. Je suis Jean-Claude Barrault. Monsieur Bayrou m'a demandé de parler de ce sujet difficile parce que j'ai été pendant des années le patron de l'Office de l'immigration qui distribue... Est-ce que vous entendez ce que je dis? De l'Office de l'immigration qui distribue les cartes de séjour et aussi de l'OFPRA pour les demandeurs d'asile et de l'INED qui est l'Institut national de démographie. Avant, j'avais été pendant plusieurs années le directeur de la coopération d'Algérie et dans une autre vie, j'avais été éducateur de rue aux portes de Paris avec les bandes de jeunes où il y avait beaucoup d'immigrés. J'ai fait aussi beaucoup de voyages au ras du sol dans les pays musulmans. Je connais tous les pays musulmans, du Maroc au Pakistan. Donc j'ai des titres. Et j'ai d'ailleurs travaillé sous Mitterrand et ensuite sous la droite au même poste. Donc j'ai quelques titres, bien que je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, loin de là, au poste que j'occupais. Donc, les grandes migrations, le retour des grandes migrations, c'est le titre. C'est un titre inexact. Les grandes migrations, c'était il y a très très longtemps, des millénaires, à l'époque où des peuples entiers, avec femmes, enfants, bagages, bétail, changeaient de territoire dans de longues migrations. Alors, on parle des migrations doriennes, des migrations Hyksos, des migrations celtes. Et ce mot est devenu inexact, il ne peut plus qualifier la réalité à partir du moment où les grands empires, les États sont nés. À partir de l'Empire romain, avant des Égyptiens, des Assyriens, des Perses, des Chinois, il y a eu des frontières et les peuples ne pouvaient plus se déplacer comme ça en bloc. Et les grandes migrations dans des territoires sans frontières sont devenues l'immigration depuis déjà 30 siècles. Donc ce titre n'est pas du tout adapté à la réalité. Il n'y a pas de retour des grandes migrations puisqu'il y a toujours des frontières sur la Terre et que changer de pays ne se fait plus par peuple entier. Au XIXe siècle, évidemment, des millions d'Européens, ce n'est pas une question de masse, des millions d'Européens au XIXe siècle ont franchi l'Atlantique pour aller aux États-Unis. La navigation à vapeur a permis à 60 millions d'immigrants de peupler les États-Unis. Cette immigration massive, qui était une immigration, parce que c'était des individus qui partaient en famille, souvent, ou seuls, mais absolument pas des mouvements d'État. Et que l'État américain, qui existait déjà, triait, donnait des papiers, recevait ou ne recevait pas. Ça a d'ailleurs eu des conséquences dramatiques pour les premiers occupants, les Amérindiens. Il y avait 5 ou 6 millions de chasseurs amérindiens en Amérique du Nord qui ont tous été massacrés. C'est d'ailleurs le fond des westerns
qui ont enchanté notre enfance. Hein, l'Amérique s'est construite dans la violence contre les Indiens. Et cette violence originelle reste dans l'histoire et dans le comportement des Américains. En Angleterre, l'immigration a joué un rôle très différent. C'était une émigration des Anglais et ça a permis à l'Angleterre de ne pas exploser car le capitalisme anglais était terrifiant, la misère du peuple anglais est terrifiante. Vous avez tous lu, beaucoup d'entre eux ont dû lire Dickens. Et on voit dans les livres de Dickens la misère effroyable qui régnait dans les villes anglaises. Et si ça n'a pas explosé, c'est parce que l'Angleterre envoyait des millions d'émigrants aux États-Unis, évidemment, mais aussi dans ces territoires d'Australie, de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande, où là aussi ça s'est traduit par le massacre des indigènes. Elle en a envoyé beaucoup aussi en Afrique du Sud, où elle se heurtait aux émigrants, aux colons hollandais, qu'on appelle les bourgs, ce qui entraînait une guerre. En France, la France n'était pas un pays ni d'émigration au XIXe siècle, on ne partait pas de la France, ni d'immigration, contrairement à ce qu'on dit. Il y avait bien quelques individus, mais dans l'ensemble, c'était une population peu dynamique au point de vue démographique et stable. Alors, je vais vous dire tout de suite que le ton de mon exposé ne va pas être très lénifiant, parce que s'interroger sur les conséquences des flux migratoires n'est absolument pas xénophobe. Actuellement, c'est l'idée qu'on a. Hein. Dès qu'on s'interroge sur les conséquences des flux migratoires, on est qualifié de xénophobe. Moi, je sais mes fonctions, les fonctions que l'État m'avait attribuées, sous la droite comme sous la gauche, qui m'ont fait m'interroger sur ce problème. Donc on n'a pas osé me traiter xénophobe. Mais ceux qui s'interrogent habituellement, c'est très mal vu. C'est un sujet dont il ne faut pas parler, dont on ne parle pas d'ailleurs. On en parle beaucoup au moment des élections, mais il n'y a aucune décision n'est prise. Car l'immigration, comme tous les phénomènes humains, tous les phénomènes de la vie, ont une double face. Il y a une bonne face et une face mauvaise. Tous les phénomènes humains sont Janus. Janus, c'était ce dieu des portes qui avait un bon côté et un mauvais côté. Alors, il y a l'immigration heureuse et l'immigration difficile. En soi, l'immigration n'est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend des circonstances. Alors l'immigration heureuse a existé au XIXe siècle, on en a parlé. Elle se caractérise par deux conditions absolument essentielles. La première, c'est un flux modéré. Pour un exemple, l'immigration est une rivière, et quand elle est modérée, le flux de cette rivière enrichit le fleuve national. Alors, cette modération, ce rapport entre la rivière et le fleuve dépend des pays, évidemment, et des circonstances. Quand j'étais aux affaires, on avait calculé que la France pouvait sans problème recevoir 100 000 immigrés par an. Je l'avais dit dans Le Monde, ce qui avait fait scandale d'ailleurs, parce que les gens qui étaient pour l'immigration ne voulaient pas qu'on dise combien d'immigrés il y avait. 100 000 immigrés par an, c'est un chiffre que la France absorbe normalement,
fonction de sa population. Et à l'époque, il y avait le plein emploi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça a un peu diminué. Et la deuxième condition, et celle-là est la plus discutée, c'est je parle là comme historien, parce que c'est historien, j'ai fait 10 métiers dans ma vie, mais c'est historien mon métier central. Il faut que ce flux soit assimilé. Là, l'immigration, c'est pas un voyage, ni un passage comme la grande migration. C'est pour ça que le mot migrant est complètement... c'est un mot pour cacher la réalité. Un migrant, c'est quelqu'un qui passe et qui s'en va. L'immigrant, c'est quelqu'un qui vient pour élever ses enfants dans le pays où il vient. Il y a une différence absolument essentielle. Il change de pays, il quitte son pays d'origine et il va s'installer, faire sa vie, élever ses enfants, travailler dans le pays où il s'installe. À ce moment-là, on peut dire que l'immigration, ce n'est pas tellement changer de pays, c'est changer d'histoire. C'est-à-dire que le passé des enfants d'immigrés ne doit plus être seulement ses origines ethniques, son pays d'origine, sa religion, mais doit être essentiellement le passé du pays où il arrive. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout ridicule qu'un Antillais qui arrive en France parle de ses ancêtres les Gaulois. Parce que les ancêtres, ce n'est pas une transmission génétique, c'est une transmission culturelle. Donc, oui, ça arrive toujours d'ailleurs aujourd'hui. On peut dire que Monsieur Valls, par exemple, est un Catalan qui a été naturalisé. Et il est parfaitement français. Gambetta, qui était le héros de la défense nationale en 1870, a été naturalisé à 20 ans. Il n'était plus italien. Donc, nous avons en France des millions de gens qui sont venus de l'étranger, qui sont peut-être même plus français que les Français. Je me permets de dire, avec son accord, que Zemmour est un juif maghrébin. Et il n'a rien d'ethnologiquement français. Il est venu en France, et bon, il est français. Donc, l'assimilation est absolument essentielle. On peut garder, évidemment, sa religion, on peut garder des coutumes, mais d'une manière discrète. Voilà. La discrétion s'impose. On ne peut pas, on doit, dans la sphère publique, accepter les lois et les coutumes du pays où l'on vient, du pays où on arrive plutôt. On change d'histoire, ces enfants vont à l'école du pays et ça se passe très bien. C'était vrai pour la France. L'immigration en France a commencé en masse. On nous dit que c'est toujours, c'est pas vrai. La France est un pays où il y a très peu d'immigration. Elle a commencé en 1918, après l'horrible saignée de 14 ou 1,5 million de jeunes Français sont morts. On a cherché, on a créé l'Office de l'immigration et on a cherché des travailleurs à l'étranger. Et ça s'est très bien passé de 1918 à 1978. On a accueilli des millions d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, qui sont montés jusqu'au sommet de l'État, de la politique ou des syndicats. Et ça se passait très bien, et ça se passe encore très bien aux États-Unis. Les États-Unis est le pays d'immigrants. Bien sûr, il y a un socle de WASP, c'est-à-dire de l'américain d'origine anglaise et protestante, mais comme ils ne font pas d'enfants, ce socle devient de plus en plus étroit. Et l'Amérique est peut-être un des premiers pays du monde pour le catholicisme. Maintenant, il y a énormément d'hispaniques qui arrivent en Amérique.
Mais en Amérique, il y a assimilation. Par exemple, tous les enfants américains, pendant leurs études, et tous les jours, disent au début de la journée, I pledge allegiance to the flag. Je fais allégeance au drapeau des États-Unis, cette grande nation qui est la mienne pour la justice et la liberté, tous les jours. Imaginez qu'on fasse ça en France, dans nos écoles, on nous accuserait de je ne sais pas quoi. Mais l'Amérique, ça se fait tous les jours. Et c'est comme ça que les petits immigrants de quelque origine qu'ils soient deviennent américains. Imaginez siffler l'hymne américain sur un stade en Amérique. Le siffleur se ferait lyncher. Donc l'Amérique peut intégrer et intègre toujours parce qu'elle a un fort patriotisme. Alors évidemment, il y a des difficultés qui commencent, parce qu'avant les immigrants en Amérique, c'était des gens qui traversaient l'Atlantique pour fuir l'Europe et qui voyaient la statue de la liberté offerte par la France, d'ailleurs, en pleurant, qui étaient donc très, très motivés pour devenir citoyens américains. Et maintenant, c'est moins ça, c'est beaucoup plus une immigration de proximité. Par exemple, les latinos qui passent le Rio Grande et qui reviennent d'ailleurs dans les zones qui leur ont été prises par l'État américain en 1898, lors de ces guerres, parce que évidemment le Texas, la Californie, l'Arizona étaient il faut voir les noms, hein. Los Angeles, San Francisco, ce ne sont pas des noms anglais. Donc, ça pose un peu de problème parce qu'ils sont moins motivés, mais ça se passe tout de même relativement bien. Donc, nous avons vu l'immigration heureuse qui enrichit le fleuve national, et il y a une immigration difficile. Cette immigration difficile, il faut le dire fortement, c'est en ça que je suis original. Elle ne vient pas des immigrés eux-mêmes. Ils cherchent à venir, les immigrés. Alors, ils viennent régulièrement. En France, l'État distribue 250 000 cartes de séjour par an. Donc, il y a 250 000 immigrés réguliers. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas réguliers, donc les irréguliers, qui ne sont pas dans la loi, qu'on a baptisé du terme charmant de sans-papiers. Mais sans-papiers, ça voudrait dire qu'il leur manque quelque chose. Si je rentre sans ticket dans un cinéma et que je me vais vider, je ne me plains pas. J'ai tenté ma chance, mais ce n'est pas normal d'être sans billet dans un cinéma. Eh bien, les sans-papiers sont des irréguliers. L'expression sans-papiers tend à cacher cette irrégularité. Donc, ça ne vient pas des immigrés, même sans papier eux-mêmes, ça vient des dirigeants. Ça vient de la classe dirigeante qui comprend les gouvernants de droite et de gauche, les journalistes, les professeurs, le monde, ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos. Les enfants de 68, ou les petits-enfants. 68 a été ça a été un échec politique. Les étudiants n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, mais ça a été une énorme réussite idéologique. Et jusqu'à maintenant, le 68ardisme règne partout, il règne partout, et il a imposé ses idées, même à nous, sans qu'on en ait conscience. Ainsi, il s'est produit par exemple des phénomènes. En 68, les étudiants étaient tous bourgeois et assez peu nombreux, et ils ont voulu l'alliance avec le monde ouvrier. Cette alliance ne s'est pas produite à cause du Parti communiste.
qui ne voulaient pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, les 68ards ont gardé un ressentiment contre le monde ouvrier. Avant 68, le héros du jeune étudiant, c'était l'ouvrier brandissant sa faucille et son marteau. Après 68, l'ouvrier est devenu le beauf. La bande dessinée est toujours révélatrice. Le beauf apparaît, remplace l'ouvrier. Après 68, il devient cet individu raciste, désagréable, alcoolique, qu'on voit même dans des films très sympathiques, comme je ne sais plus le titre de ce film. Ah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La famille bourgeoise, à peu près caricaturée normalement, mais la famille ouvrière, moi j'ai vécu 10 ans, j'étais prêtre ouvrier, j'ai donc travaillé 10 ans en usine et vécu 10 ans en monde ouvrier. Pendant 10 ans, j'étais éducateur de rue aussi, et je m'occupais des jeunes de la rue au nord de Paris. Jamais je n'ai vu une famille comme la famille Framboise, qui est une caricature abjecte, il faut bien le dire, du monde ouvrier. Je n'ai jamais rencontré un ouvrier comme ça. On voit bien que les 68ards n'aiment plus le peuple. Ça, c'est sûr. Donc, par contre, il leur fallait quelqu'un aimer, et ils ont pris un peuple de remplacement qui est les immigrés. L'immigré est devenu le héros du 68 ards. Alors, je n'adhère pas du tout aux thèses du remplacement ethnique. C'est ridicule, on n'en est pas là, loin de là en France. Mais il y a un remplacement psychologique. Nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont remplacé le bon peuple qu'il fallait séduire, parce qu'on était de gauche, par l'immigration. D'ailleurs, on ne parle que de l'immigration. Tous les jours, on parle des immigrés, alors qu'en France, il y a de grands problèmes qui ont été décrits par le géographe Guilly, que le peuple est malheureux, en dehors des grandes métropoles ou des petites villes actives comme Pau, le peuple est malheureux. Son niveau de vie a diminué. Et la classe moyenne aussi, la petite classe moyenne. Le chômage n'existe que dans la France, dans cette France-là, dans cette France qui n'est pas dans les grandes villes ou dans les villes actives. Il y a 6 millions de chômeurs, mais il n'y a pratiquement pas de chômeurs à Paris, par exemple. Si on veut travailler à Paris, on travaille. Alors, ceux qui ne travaillent pas, parce qu'ils font du trafic de drogue, ils rapportent plus. Guilly a aussi montré que le niveau de vie de la classe dirigeante avait augmenté de manière considérable. Le Parisien moyen gagne 10 000, le bobo parisien gagne 10 000 euros par mois en moyenne, par couple. Mais ce qu'il a montré, que l'immigré installé gagnait 2 000 euros par mois, alors que le bon peuple français, les 2 tiers de la population, a un revenu par couple de 1 000 euros. Ça, c'est une découverte absolument incroyable et que personne ne comprend. Alors, on comprend que des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de travail, qui gagnent peu, soient un peu agacés quand on leur parle tout le temps des immigrés, qui sont moins malheureux qu'eux. Là aussi, la France a reçu énormément. La France est un pays... Cette révolution idéologique, c'est une imitation d'Amérique. En Amérique, ça s'appelle le politiquement correct. Et en France, c'est la bien-pensance. Cette bien-pensance qui est d'abord une satisfaction de soi, parce qu'on est content de faire du bien sans être trop gêné. Je me rappelle quand j'étais chargé de l'EMI, il y a des dames patronesses qui sont venues me dire il faut loger 3 immigrés là, et ils n'ont pas de logement. C'était des bourgeoises. Je leur ai dit mais il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à les prendre chez vous. Elles n'y avaient pas pensé. Hein. Voilà. J'ai constaté aussi que tous les défenseurs
acharnés de l'immigration mettent tous, sans aucune exception, leurs enfants dans des écoles catholiques où il n'y a pas d'immigrés. Je n'ai pas vu d'exception à cette règle. Tous mettent leurs enfants dans des écoles sans immigrés. Parce que comme parents, ils se rendent compte que la présence massive d'enfants étrangers fait diminuer le niveau. Alors, il n'y a pas de défenseurs des immigrés que leurs enfants dans l'école publique, hein, je peux vous le dire. Donc il y a une hypocrisie absolument formidable là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, non, satisfaction de soi, c'est pas grave, mais le refus du réel l'est plus. Parce que la bien-pensance 68arde a fait disparaître la patrie. La patrie est quelque chose de fondamental pour l'homme. Parce que l'homme est un animal extrêmement évolué, évidemment, mais nous restons avec des instincts animaux, qui sont la sexualité, le territorialisme et la hiérarchie. Ces instincts sont absolument irrépressibles. Nos arrière-grands-mères voulaient supprimer la sexualité. Évidemment, c'était impossible. C'est la même chose pour le territoire. L'homme est un animal territorial, comme tous les mammifères d'ailleurs, absolument tous. Il l'était déjà quand il était chasseur et qu'il n'avait pas de patrie. Il avait une tribu et la tribu avait un territoire de chasse. L'homme est un animal territorial qui pisse aux quatre coins comme tous les animaux et qui est chez lui quelque part. Alors, le patriotisme n'est pas forcément mauvais, il est comme toutes les réalités humaines et comme l'immigration, bon ou mauvais. Jaurès était patriote et il disait être patriote, c'est aimer sa patrie, être nationaliste, c'est détester la patrie des autres. Mais on peut très bien aimer sa patrie sans détester la patrie des autres. En tout cas, croire que le monde est un... Il y a une seule espèce humaine, mais cette espèce humaine a besoin de patries diverses. Non seulement elle en a besoin, mais c'est bon, parce que imaginez une Europe globiche où tout le monde parlerait américain avec 200 mots, mangerait du McDonald's et boirait du Coca-Cola, et tout le monde serait américain, parce que c'est ça en fait qui nous menace. Ça serait très triste. Je préfère avoir l'Italie, l'Espagne, la Russie, l'Inde, la Chine, le Japon. Le monde est beaucoup plus beau quand il est divers et la diversité des cités et des civismes n'impose absolument pas la guerre. La guerre a d'autres raisons malheureuses. Je ne veux pas faire ici un traité, je ne veux pas remplacer Clausewitz, mais les deux derniers conflits, le dernier conflit du XXe siècle, la dernière guerre mondiale n'était pas une guerre patriotique. C'est une guerre idéologique. Le nazisme était une idéologie de la supériorité darwinienne d'une race sur les autres, et le communisme soviétique était aussi une idéologie. Bon, donc on peut être patriote et pacifique et ne vouloir être fort que pour se défendre. C'est ce que pensait Jaurès, d'ailleurs. Alors, l'expression sans frontières est une expression idiote. J'en ai convenu avec les dirigeants de Médecins sans frontières qui voudraient changer de titre. J'ai eu Braudel comme professeur quand j'étais en prépa, et avant de me convertir au christianisme et de devenir prêtre ouvrier, Braudel disait « Sans frontières, c'est idiot. Les frontières, c'est comme des cicatrices. Ça reste tout le temps. Même quand on les... Alors, les frontières ne doivent pas être des murs. On doit pouvoir franchir les frontières. Mais c'est ça qui fait la beauté de l'Europe. Heureusement qu'on peut aller en Italie et qu'on n'est pas toujours obligé d'aller en Amérique. Heureusement qu'il y a l'Italie qui n'est pas l'Allemagne. On est plus dépaysé quand on va à Londres que quand on va à New York, d'une certaine manière. C'est un autre monde.
Et chaque frontière, ça dure. Et Braudel disait par exemple Sarajevo, c'est là que les empereurs romains ont coupé l'Empire en deux après Constantin, après Théodose, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, juste sur la Drina à Sarajevo. Donc il y a une rupture entre l'Orient et l'Occident, et elle dure toujours. Donc Sarajevo, une cicatrice, ça va bien quand on est en bonne santé, mais quand on est malade, ça se rouvre. Ben, Sarajevo, à chaque fois qu'il y a que le monde va mal, ça sointe. Et si nos dirigeants avaient un peu de culture, ils le sauraient. Et d'ailleurs, la frontière entre l'Orient et l'Occident est très forte. C'est ce qui permet de donner un peu de corps à l'antirussisme. Parce que la Russie n'est plus la Russie des soviets. Hein. C'est un pays dont la puissance est à peu près égale à celle de la France aujourd'hui. Donc qui est 10 fois moins puissant que l'Amérique. Le régime de la Russie ne nous plaît pas, mais bon, s'il fallait détruire tous les régimes qui ne nous plaisent pas du monde, il y a 40 démocraties sur 200 États dans le monde, vous voyez. Et on n'éprouve aucun scrupule à être allié à l'Arabie Saoudite ou à la Chine. Ils sont des dictatures au moins aussi violentes que la Russie. Mais c'est parce que la Russie n'est pas catholique. Si Belgrade avait été une ville catholique, on ne l'aurait jamais bombardée. Hein. C'est inconscient, ça ne se dit pas, mais ça reste dans la tête. C'est ce que d'ailleurs Jean-François Kahn vous montrait en montrant la permanence de la culture celtique et gauloise dans le peuple français, malgré tous ces apports ethniques et toutes ces conquêtes étrangères. Il y a des permanences comme ça, c'est très long. Donc, Sans frontières est un... Et la patrie, ça existe. Et quand la patrie disparaît, d'ailleurs, ça existe tellement que pour les Grecs, nos maîtres en civilisation, nous avons 2 maîtres, c'est connu, c'est les Sémites avec les évangiles et le Christ, et les Grecs pour tout le reste, la philosophie, l'architecture, la géométrie, l'arithmétique, l'art. Eh bien, pour les Grecs, la peine capitale, ce n'était pas la mort, c'était l'exil. Et tous ceux qui ont été exilés à un moment dans leur vie, malgré eux, comprennent bien ce que les Grecs voulaient dire. Donc, quand la patrie disparaît, l'homme est mal à l'aise, il est malheureux. L'homme sans patrie est malheureux. C'est pour ça que Finkielkraut parle tout à fait légitimement d'identité malheureuse. Et d'ailleurs, sans patrie, de quel droit demander aux arrivants de respecter nos lois? Les arrivants doivent... C'est bien, les Français sont très accueillants pour les arrivants, contrairement à ce qu'on dit. On essaie de faire de la France un peuple raciste. C'est le peuple le moins raciste du monde. Je peux vous dire, j'ai voyagé dans le monde entier, et j'ai non seulement écrit l'histoire du monde que vous pouvez trouver en poche, mais aussi la géographie du monde que vous pouvez trouver également en poche. Quand il y avait encore une patrie, les Français ont reçu sans aucun problème 200 000 Vietnamiens au moment des Boat People, et encore 200 ou 300 000 Rwandais noirs au moment des massacres, du génocide des Hutus. Sans problème. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'on ne demande rien aux arrivants. Et il y a le fameux droit à la différence. C'est pour ça que on accuse l'islam. L'islam est une religion forte. Je veux dire forte au sens où on emploie le mot fort ou faible en physique nucléaire. Ce n'est pas un jugement, c'est une religion forte, qui méconnaît la patrie d'ailleurs, comme à peu près toutes les religions. Les religions sont plutôt universalistes et les patries, c'est gênant. Mais dans le christianisme, le Christ a inventé la séparation de l'Église et de l'État.
tous les rois chrétiens étaient en bisbille avec le pape. La querelle du sacerdoce et de l'Empire. Saint Louis écrivait au pape « Le royaume de France n'est pas si faible qu'il ne regimbe contre vos coups d'éperon. » Non, les rois avaient fait le beau être sacrés, et les rois très catholiques, c'est eux qui s'occupaient de la politique. L'Église s'occupait du reste. La laïcité a été évidemment achevée par Henri IV, qui a déclaré avec l'édit de Nantes qu'on pouvait être français sans être catholique. Et ça a été achevé en 1905 par la loi de séparation, qui n'est pas une loi anti-religieuse, mais qui montre que la religion s'occupe de la métaphysique, des fins dernières, et l'État et la patrie de la vie sur Terre. C'est une distinction qui avait déjà été faite par les Grecs, la physique et la métaphysique. La vie sur Terre, ça ne veut pas dire que la religion n'a rien à dire sur la vie sur Terre, c'est-à-dire que l'organisation de la cité ne dépend pas de l'Église ou des religions. Donc l'islam est évidemment très fort, il ne connaît pas, il a tendance à méconnaître l'État. Les chefs religieux sont les chefs d'État. Le roi du Maroc est le pape du Maroc. Mais ça existe aussi dans des pays chrétiens, parce que la reine d'Angleterre est le pape de l'Église anglaise. Nous avons la chance d'être le seul pays laïque du monde. Il faut garder cette chance. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de patrie, de quel droit? Comment? Quand il n'y a plus de cité, on ne peut pas imposer les lois de cité à ceux qui arrivent. Quand nos enfants ne sont plus patriotes, comment les arrivants le seraient-ils? C'est un problème très grave. Donc c'est nous qui avons créé l'islam radical. L'islam a tendance, tous les musulmans ne sont pas radicaux, mais il a tendance à être radical, mais l'islam respecte la force, pas la force des armes, c'est une fabrique de martyrs et de héros, mais la force morale. Tant que la République a été forte, il n'y avait aucun problème avec l'islam. Les ouvriers musulmans s'intégraient complètement chez nous. Donc, Zemmour est un Algérien. Juif, c'est vrai, mais Napoléon avait bien réglé la question avec les Juifs qui venaient d'ailleurs. Il avait dit tout leur donner comme individu, rien comme nation ou comme communauté. C'était la bonne règle qui a été reprise par la République. Alors, nos dirigeants, qui n'étaient plus patriotes, parce qu'ils ne le sont plus, le 68, à part quelques-uns, à part M. Bayrou, à part Mélenchon. Hein, mais la plupart, ils parlent de ça, mais ils ne sont plus du tout. Leur seule idée, c'est d'imiter les Américains. D'ailleurs, on apprend l'anglais en maternelle maintenant. Et bientôt, on l'apprendra, on le fera apprendre aux enfants en écoutant des leçons d'anglais dans le ventre de la mère. Voilà. L'idéal de nos bobos, c'est de quitter la France, d'aller à New York. Ils se foutent complètement de la France. Et les dirigeants sont imprégnés de cette idée, tous. Ils ne sentent pas, ils ont coupé les liens avec le populo. Comment... Alors, on voit des séances ridicules de déradicalisation avec 14 psychologues, 20 sociologues. Mais pour déradicaliser, c'est simple, pour déradicaliser l'islam, il suffit, si les musulmans arrivaient dans une France forte et patriote, ils s'intégreraient comme les autres. Dans mes 2 ans et demi de service militaire, j'ai été 1 an commandant de compagnie de tireurs marocains, il n'y avait aucun problème. J'étais le seul Français, aucun problème. Le musulman respecte la force morale. S'ils arrivaient dans un pays patriote, ils s'intégreraient complètement, à part quelques excités, mais la masse, ça marcherait très bien. Si on a des problèmes avec l'islam, c'est parce que c'est une religion forte et qui arrive dans un État, dans une patrie qui a disparu. Bon, comment voulez-vous qu'un jeune de banlieue
devienne français alors qu'il entend dire tous les jours à la radio, à la télévision, du mal de la France. Il ne prête pas de serment national, il n'y a plus de service militaire, l'école est complètement dénationalisée, on n'apprend plus ni à lire ni à écrire. Quand j'étais à l'école, tous les enfants connaissaient les fables de La Fontaine, ils avaient tous lu un grand auteur français, que ce soit Les Misérables de Victor Hugo ou un livre de Balzac. Maintenant, plus rien, on fait du patronage à l'école. Et on dit plutôt du mal. Et dans le livre de mon petit-fils, qui est en CM2, l'exemple qu'on donne n'est pas le tour du monde des enfants de France, c'est un petit Camerounais. Alors, qu'est-ce que mon petit-fils CM2 a à voir avec le Cameroun? En quoi? Alors c'est bien, parce que c'est l'amour des autres. Non, pour aimer les autres, Jésus a dit une chose formidable, il faut d'abord s'aimer soi-même. En quoi il est rejoint par tous les psychologues. Quelqu'un qui se déteste les autres. Et dans le décalogue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Donc il faut que ceux qu'on accueille deviennent nos prochains et ne restent pas des lointains comme aujourd'hui. Parce qu'il y a toute une idéologie qui est partagée par tout le monde. Par tout le monde. J'ai même vu M. Juppé, que j'aime bien par ailleurs, dire dans le Figaro, il ne faut surtout pas demander aux musulmans d'abandonner le voile. Il faut laisser... Non, ils viennent chez nous. En France, il n'y a pas le voile. Du reste, à propos du voile, on se trompe complètement. Nos sociologues se trompent complètement sur l'analyse des réactions françaises. Les Français n'attachent pas au voile un sens religieux. Ils se foutent de tout ça. Ils sont d'ailleurs, malheureusement, peut-on dire, le peuple le moins religieux de la Terre. Mais le Français, c'est là où la femme est le moins malheureuse dans le monde. C'est là où les rapports hommes-femmes sont le meilleur. C'est absolument certain. Je parle là en géographe. Il y a des problèmes encore de salaire, beaucoup de problèmes, mais dans aucun pays au monde, les rapports sont aussi bons ou c'est les moins mauvais qu'en France. Il y a la galanterie, il y a la chevalerie, la dame des pensées, etc. Vous savez qu'en Amérique, un homme n'a pas le droit de prendre l'ascenseur seul avec une femme, sans être condamné ou risquer une condamnation. Donc, en France, ça se passe tout de même mieux. Les Français, donc, la France est très mixte, et ça depuis longtemps. Jeanne d'Arc avait 17 ans, elle était une jeune fille, elle a été reçue par le dauphin et menée des armées et emballé des officiers qui avaient tous violé 10 femmes, que ce soit Gilles de Rais, le bâtard d'Orléans, etc. Les femmes étaient dans la rue, elles s'imposaient. Le Moyen-Âge est une époque très féministe. Lisez Villon, où sont les neiges d'antan, la très sage Héloïse, pour qui fut châtré, puis moine sœur Abélard, où est Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent est à Rouen, etc. Et où sont les neiges d'antan? Les Français s'opposent au voile parce qu'ils veulent pouvoir courtiser toutes les femmes, qu'elles soient jaunes, vertes ou oranges. Alors que les Américains, les Anglo-Saxons, les Allemands s'en foutent complètement. Ils ne veulent pas se mettre en ménage avec quelqu'un qui n'est pas blanc. Donc, qu'elle soit habillée de n'importe comment, ils s'en moquent complètement. Les Français ne s'en moquent pas. C'est pour ça qu'ils sont contre le voile. Et pas du tout pour des raisons religieuses. Le voile leur est insupportable parce qu'ils veulent voir les belles femmes. Mais oui, c'est ça. Et tous nos psychologues se mettent le doigt dans l'œil. Donc, alors, seul le civisme, c'est-à-dire un patriotisme ouvert à la Jaurès, peut s'opposer efficacement au radicalisme.
On le voit bien d'ailleurs, les Kurdes sont des musulmans sunnites, mais ils sont très modernes et très laïques parce qu'ils veulent fonder une patrie. Voilà, c'est une démonstration absolument évidente. Donc, les arrivants doivent devenir, ne pas rester des lointains et devenir des prochains. Ils doivent adopter nos lois et pratiquer leurs coutumes avec discrétion. Il y a d'ailleurs des coutumes des arrivants qui deviennent des coutumes françaises. On peut dire que couscous est un plat national. C'est très bien. Mais ça doit se faire discrètement, lentement, et pas avec agressivité. Quant aux indigènes, les indigènes, ce sont les Français. Ce sont les gens, pas d'ethnie, mais qui sont là avant les arrivants. C'est eux les indigènes. Alors ça me fait absolument ridicule. C'est ridicule de voir les indigènes de la République, ce sont des débiles. Les gens qui viennent d'ailleurs, qui se prétendent des anciennes colonies, qui se prétendent les indigènes de la République. Ils sont très peu nombreux, mais personne ne dit que les indigènes, ce sont les gens qui sont là. Eux, ce ne sont pas des indigènes. C'est très important, ce que je dis là, ça a l'air ridicule, mais l'oubli de ces réalités simples qui sont encore vécues, par exemple en Amérique, alors on peut prendre l'Amérique pour modèle dans certains coins, est absolument dramatique, parce que ça conduit à la constitution de centaines de communautés étrangères, de territoires perdus de la République, où l'on déteste la France. L'on déteste la France. Et pourquoi l'aimerait-il? Personne ne leur a demandé de l'aimer. Ce n'est pas pour des raisons matérielles qu'ils ne l'aiment pas, c'est parce qu'on ne leur a pas demandé de l'aimer. Quand je m'occupais des loupards, il y avait énormément de Maghrébins, par exemple, ils adoraient la France. Ils étaient exclus de tout, ils détestaient les flics et tout ça, mais ils aimaient la France. Je me rappelle d'un jeune qui s'appelait Abdelhamid Ben Rabat, en Savoie, on s'était battu avec des Savoyards, et la bagarre s'est arrêtée parce que Abdelhamid Ben Rabat a dit il avait vu des affiches rattachement de la Savoie à la France. Il a dit c'est même pas français depuis 100 ans et ça nous fait la leçon. Alors les autres, oui. Donc, c'est les loupards d'il y a 50 ans ou d'il y a 30 ans se sentaient français. Maintenant, ils ne se sentent plus français. C'est un très grave problème. Et ce n'est pas de la faute de l'islam, c'est de la faute de nos dirigeants. Il faut avoir le courage de maîtriser les flux. En ce moment, on reçoit 400 000 à peu près étrangers tous les ans. C'est 4 fois trop. 100 000, c'est bien. Et il faut avoir le courage d'imposer. Il faut refonder l'école, parce que l'école a été complètement bousillée par les pédagogistes et les sans-frontiéristes. Il faut refaire une école républicaine et patriote, ouverte sur le monde. Mais d'abord, on apprend à aimer son pays. Alors à l'école, on n'apprend pas du tout à aimer son pays. Et on ne peut pas aimer les autres pays, ni les arrivants, quand on n'aime pas son pays. Il y a là une profonde révolution idéologique dont il faut sortir si on veut éviter de graves catastrophes. Voilà. Tout ce que c'est un peu sommaire, mais ça explique le malaise sur ce sujet, parce qu'on n'ose pas aborder. L'immigration est un problème parfaitement soluble pour la France. On peut réduire les arrivants à 100 000, on a les moyens, on peut reconduire. On ne reconduit personne. Il y a 60 000 personnes qui demandent l'asile, 10 000 qui l'obtiennent, les 50 000 restent. On peut reconduire les 50 000 chez eux dans des conditions de grande dignité. Il faut faire des camps d'accueil très confortables, les reconduire dans des bateaux confortables. On a les moyens matériels et psychologiques, surtout aujourd'hui, ce ne sont plus des gens du Proche-Orient, ce sont des Africains. La France domine l'Afrique noire, c'est un autre problème, la politique africaine de la France. C'est la seule armée qui saute en Afrique, on a des bases partout, et tous ces États sont nos clients. On peut très bien reconduire les gens chez eux. Et d'ailleurs, c'est du drainage de cerveau, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie.
c'est pas, mais je trouve pas normal que beaucoup de médecins soient africains. Non pas que je considère qu'ils ont moins de capacités que les autres, mais l'Afrique a tellement besoin de médecins. C'est même vrai chez les curés en ce moment. Beaucoup de curés sont africains. Mais l'Afrique a besoin de curés. C'est du brain drain, comme on dit en anglais. Drainage de cerveau. Ça ne choque personne. Non. C'est pas normal. Il faut essayer de développer ces pays, on en a les moyens, et de refaire une patrie française ouverte et fraternelle. C'est le seul moyen de déradicaliser. Parce que les jeunes ont besoin d'une passion, d'un idéal. Ça peut être le patriotisme, qui est une passion forte. S'il n'y a pas de patriotisme, si on ne leur propose rien, l'islam leur donne la passion dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas la faute de l'islam en lui-même, c'est la faute de nos dirigeants qui ont abandonné le patriotisme français depuis 30 ans. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué.